Salut l'équipe, c'est Mato de Football Day, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci sur YouTube pour un nouveau concept, le FD Extra Time. Le FD Extra Time, c'est quoi? C'est des interviews de footballeurs, d'agents de footballeurs, de dirigeants, de médecins du sport et tout ça. Et aujourd'hui, je suis encore en compagnie de Jordan, comme d'habitude. Comment vas-tu? Bah écoute, super bien, je suis vraiment excité de réaliser ce nouveau projet. En plus, pour moi, pour l'anecdote, c'était vraiment un petit rêve pour moi d'interviewer des footballeurs et tout. Donc je commence à atteindre mon but, donc je suis vraiment presque un peu ému. Donc j'espère qu'on va kiffer. J'en doute pas vu l'invité de qualité que l'on a avec nous. Un invité de qualité qui a connu plusieurs championnats, le championnat français, la Serie A, il y a tellement de choses à dire. Et comme vous avez pu le reconnaître, c'est bien Mickaël Sani, notre invité, et du FD Extra Time. Salut les gars, tu vas bien? Ça va, ça va. C'est un classique. Je vais juste te demander avant de commencer l'interview, si tu peux te présenter dans quelques lignes au début pour qu'on sache un peu tout ce qu'il faut savoir sur toi. Ouais, bah, Mickaël Sani, aujourd'hui en fin de carrière, ex-footballeur professionnel et international. J'ai commencé le football professionnel en Belgique, à Charleroi, où j'ai joué 1 an. Après, j'ai fait un peu fait pas mal de clubs en France, Auxerre, Sedan, Lorient, Bordeaux, après l'Italie, l'Espagne, et j'ai terminé à Los Angeles. Un voyageur au final, de plusieurs Ouais, continents. voyageur. J'ai voyagé parce que j'estime que faire une carrière de footballeur remplie et riche juste dans un seul pays, je trouve que c'est manquer de quelque chose. Il y a tellement de choses à découvrir, de cultures différentes, de façons de jouer différentes, de façons de s'entraîner différentes. Donc voilà, c'est enrichissant de voir autre chose et voilà, j'ai voulu découvrir un autre football et voilà, ça m'a permis aussi de prendre plusieurs langues, et de voir d'autres championnats. 400 matchs professionnels. Tu as fait, j'ai bien noté, 216 matchs en Ligue 1. Tu as fait plus d'une quarantaine de matchs en Serie A. Tu as voyagé en Amérique, comme tu l'as dit. Mais il me semble qu'au début, peut-être pas que tu hésitais, mais tu étais aussi dans l'athlétisme. Oh ouais, t'es parti loin. C'est très très loin, mais tu étais aussi dans l'athlétisme. Pourquoi le choix du football et pas l'athlétisme? Non, parce qu'à la base, c'était le football. C'est que, en fait, moi, j'ai mon grand frère qui a 2 ans de plus que moi, qui lui a commencé à 6 ans le football. Moi, j'habitais à Colombes, juste en face du Racing, donc c'était vraiment en bas de la maison. Donc on y allait souvent, on jouait énormément dans le quartier au foot. Et mon frère, il était surnommé le magicien. Donc il jouait, et je voulais faire comme le grand frère, sauf que lui, il a commencé très tôt. Et moi, j'ai voulu commencer le football en club enfin, je dis très tard, c'est pas très tard, mais j'ai commencé assez tard, quoi, à 11 ans. Et quand j'ai voulu faire du foot, au Racing, il n'y avait plus de place dans ma catégorie. Du coup, ma mère m'a dit, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu fasses quelque chose. Donc c'est soit le football, t'as pas le football, c'est soit le judo, soit le qu'est-ce qu'elle m'avait dit, le judo, la boxe ou l'athlétisme. Et donc je choisis l'athlétisme en me disant déjà que si je fais de l'athlétisme, j'aurais des capacités, voilà, j'aurais des qualités en plus quand je ferai des tests la saison d'après. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait 1 an d'athlétisme où j'ai pris énormément de plaisir, de 11 à 12. J'ai gagné pas mal de petites médailles. Et après, l'année d'après, j'ai fait du football. Et à ce moment-là, tu avais déjà une idole de jeunesse sur qui tu te disais je veux devenir comme lui. Tu as fini défenseur, je pense peut-être un défenseur. Après, c'est peut-être différent et c'est un attaquant. Non, pas du tout. Justement, j'ai commencé attaquant. J'étais attaquant. J'étais attaquant pendant 3 ans. Jusqu'à mes 15 ans, ouais. J'étais attaquant. Et après, je suis sur un match, on m'a mis défenseur parce qu'on manquait de joueurs. J'étais déjà grand. Comme un teubé, je vais faire un gros match. Et derrière, on me dit, ah, mais finalement, t'es pas mal derrière et tout. J'étais dégoûté, mais voilà, ça m'a permis de faire cette carrière-là. Et je suis resté défenseur et j'y ai pris. Est-ce que tu penses que tu aurais eu la même carrière que tu as eue en tant qu'attaquant ou défenseur? Franchement, c'était un peu la planque. On ne pourra jamais le savoir. Moi, je pense que j'avais des qualités en tant qu'attaquant. Après,
j'ai pas mal marqué en tant que défenseur dans ma carrière. Hein. Mais bon, on ne saura jamais. Aujourd'hui, j'ai pas de regrets parce que j'ai fait cette carrière-là. C'est vrai, je vais te laisser continuer. Du coup, si on remonte à tes débuts de carrière, donc, comme tu l'as évoqué, donc je crois que tes premiers clubs c'est l'ES Colombienne. Exactement. Ensuite, tu rejoins donc, le Racing Paris. Et donc, ce qu'il y a d'un peu particulier dans ton parcours, c'est que tu as fait une grande carrière de footballeur, mais je crois que tu n'as pas fait de centre de formation. Non. Donc, comment ça se fait que toi, tu n'as pas fait de centre de formation? Est-ce que tu penses que ça t'a apporté préjudice peut-être dans tes premières années de footballeur? Comment se passe en fait ton début de carrière dans ces premiers clubs ou après donc, tu vas aller en Belgique sans faire de centre de formation finalement? Bah, c'est une question intéressante et c'est une question sur laquelle j'aime bien m'étaler entre guillemets parce que c'est important en fait et surtout pour les jeunes. C'est que effectivement on demande à un joueur d'avoir un bagage technique, des bases, et de sortir de la centre de formation, promettre aux jeunes que s'ils sont dans un centre de formation, ils ont plus de chances d'aller chez les pros. Mais il y a un taux extrêmement faible de joueurs qui réussissent, passant par le centre de formation ou pas. Et donc effectivement, je ne suis pas passé par un centre de formation, mais donc j'ai fait 3 ans à la Colombienne, 3 ans au Racing, avant de signer mon premier contrat pro. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai commencé tard le football. Ma transition amateur-professionnelle a été très courte, mais c'est le travail moi qui m'a aidé. C'est le travail, j'allais au foot en voulant progresser. Alors forcément, il y a de l'amusement quand on est jeune, mais j'avais vraiment cette optique de m'améliorer à chaque entraînement, et d'être le meilleur à chaque match. Il y avait des joueurs qui étaient certainement meilleurs que moi, mais mon sérieux a fait que j'ai pu m'accrocher à certaines choses. Donc ouais, voilà, c'est un parcours atypique. Il y a quelques joueurs qu'on peut nommer qui ont ce genre de parcours-là, qui ne sont pas passés par des centres de formation. Voilà, mais voilà, c'est 3 années au Racing, au meilleur niveau chez les jeunes, m'a permis aussi de me montrer. J'ai fait des tests, et ça c'est important de le dire, c'est le père de Karim Ziani avec qui on était très proches, qui m'a pris sur l'aile et qui m'a permis de faire des tests dans des clubs pro, Sochaux, Marseille et Charleroi. Charleroi, ça s'est super bien passé à 18 ans et j'ai signé de mon moment. Bah, du coup, c'était ça, c'était un petit peu la question. Mais du coup, ouais, pour continuer un peu ce parcours, on va dire atypique, donc comme j'ai vu, tu as fait des tests donc, à l'OM et à Sochaux, et finalement, ton premier club professionnel, du coup, c'est Charleroi en Belgique. Comment tu fais pourquoi ce choix en fait? Pourquoi est-ce que tu décides de changer de pays du coup? Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Peut-être à l'OM et à Sochaux qui t'ont pas gardé ou c'est toi peut-être? Non, c'est moi, c'est mon choix. Comment dire? Sochaux, je fais un premier test avec eux, c'était Lacombe, le coach de Sochaux à cette époque-là. Donc, je m'entraîne avec l'équipe réserve, j'étais jeune, j'avais 17-18 ans. Je m'entraîne avec l'équipe réserve, la CFA, qui me veut. Et j'étais encore en saison avec le Racing, hein. J'avais même menti au Racing pour pouvoir aller faire ces tests-là. Après, il m'emmène à Marseille avec qui il a été contact. C'était José Aligo, le coach de l'équipe réserve. Et pour moi, venant du quartier, n'ayant pas fait de centre de formation, c'est magnifique, c'est une aubaine pour moi de pouvoir intégrer un club professionnel, que ce soit Sochaux ou Marseille. Donc j'ai été plus porté par Marseille, par l'histoire et la qualité de ce club. Et puis après, il me dit, avant de prendre ta décision, on va faire un test à Charleroi. Et finalement, à Charleroi, ça a été un test avec l'équipe réserve, mais il y avait beaucoup de pros. Donc je contrôle le club de Bruges, et il y avait énormément de pros venant de Bruges, dont le meilleur buteur actuel de la première division belge, qui revenait de blessure. Donc ils me disent, tu auras du boulot aujourd'hui. Ça s'est super bien passé. Et à l'issue de ce test-là, le président me propose un contrat. Là, je me dis, je viens de Colombe, je viens du Racing, on me propose un contrat. Je m'en foutais de l'argent, je m'en foutais C'était vraiment mon premier contrat pro et c'est là où j'ai pris la décision de signer à Charleroi. Parce que du coup, effectivement, tu fais tes débuts pro du coup, à Charleroi, donc Ouais. tu réalises une seule saison. Une seule saison, j'ai envie de dire même une demi-saison. Parce que je fais une saison complète effectivement avec ce groupe-là.
où je suis tout le temps dans le groupe sur chaque match, mais je ne joue pas en première partie de saison. Et toute la deuxième partie de saison, le défenseur central qui était international Serie A léonais s'était blessé. Du coup, j'ai joué toute la deuxième partie de saison et en deuxième partie de saison, j'ai réussi à être en équipe de France. Et donc, oui, du coup, c'est encore plus intéressant parce que du coup, tu dis que tu fais qu'une demi-partie de saison. Du coup, c'était premier match professionnel. Est-ce que tu as un petit souvenir de ça? Parce qu'en plus, après ça, du coup, tu fais ta demi-partie de saison. Ça te donne aussi le contact, on va dire, avec d'autres clubs, avec Auxerre, je crois qu'il va venir vers toi. Ouais. Donc, comment ça se passe un peu ces 6 mois, on va dire, cette demi-saison? Tes débuts de professionnel, ça va vite alors, du coup, à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Je fais peut-être les 2 rentrées en première partie de saison. Je fais peut-être 2 rentrées en jeu. Je sais plus, contre Beveren, il me semble, et une autre équipe. Et en deuxième partie de saison, donc comme je dis, à la reprise de la trêve hivernale, le défenseur se blesse, au même mois. Et donc, j'ai pas quitté ce poste-là, même après le retour de ce joueur. Et puis, en fait, ce qui a fait la différence, ce qui m'a permis d'être en contact avec d'autres clubs, c'est que j'ai été en équipe de France Espoir, donc j'étais appelé par Domenech pour un premier match amical face à la Hollande. Et derrière, Domenech m'a gardé pour le tournoi de Toulon, pour les autres matchs. Et voilà, c'est ce qui a mis de la lumière sur mon nom. En plus, c'est un joueur de Belgique. Moi, quand je voyais la liste de joueurs sélectionnés à Arsenal, Chelsea, moi, Charleroi, c'était marrant. Et derrière, c'est Giroud qui m'a contacté finalement. C'est Giroud qui a voulu prendre un jeune joueur français qui était mon équipe. J'ai pu lire une petite anecdote, je ne sais pas si elle est vraie, mais il me semblait que l'histoire pouvait être vraie. On dit que c'est ton coach de Charleroi qui t'a conseillé à Raymond Domenech pour l'équipe de France Espoir. Ouais. Du coup, c'est quand même dingue que c'est un entraîneur qui fait la démarche pour un joueur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu étais vraiment très prometteur et il te voyait vraiment aller au plus haut niveau, quoi. Ouais, c'est pas l'entraîneur, c'est Moji Bayat, c'est un qui travaillait avec Nantes et qui était directeur sportif de Charleroi. Son oncle était le président du club à Charleroi. Donc lui a contacté justement l'équipe de France Espoir, donc Domenech est parti, pour venir voir un jeune qui était prometteur justement et qui valait le coup, voilà. Et ça s'est fait comme ça. Ils sont venus voir un match, ils ont aimé, ils m'ont essayé face à la Hollande. Je crois que je suis le seul à avoir fait tout le match derrière face à la Hollande. Et derrière, c'est lui qui me lance pour les tournois. On a mis d'ailleurs le tournoi de Toulon, l'intégralité du tournoi, etc. Après ça, tu signes à la GIA, du coup, mais c'est quand même une première saison assez compliquée. Il me semble que tu es touché par quelques blessures qui vont un peu te gêner tout au long de ta carrière. Comment tu vis ça? Est-ce que c'est un petit échec au début où tu te dis, tu t'es résigné, ou tu t'es dit, c'est que le début, ça arrive? C'est dur quand on est jeune, mais encore une fois, j'y vais en venant de loin, entre guillemets. Comme je dis, j'ai pas fait de centre de formation. À la GIA, ça m'a porté préjudice, ça, parce que ça a été l'excuse aussi de Giroud, qui m'a reproché en disant oui, mais t'as un peu de retard par rapport aux autres. Mais en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de défenseurs centraux à cette époque-là. Quand j'intègre la GIA, il y a Boumsong et Mexès qui partent. Mais derrière, il y a Mignot, il y a Plechting, il y a Corbet, il y a Koulibaly, il y a Kaboul. Enfin, voilà, on était peut-être 7 défenseurs centraux. Et c'était compliqué, donc il y avait pas mal de joueurs à ce poste-là. Et donc c'est ce qui me reprochait, le fait de ne pas prendre de formation et d'avoir un peu de retard. Et je ne l'ai pas pris comme un échec. C'est dur hein, quand on est jeune, mais je l'ai pris comme un apprentissage. Quoi. Un rebond au final. Ouais, de me dire, bon, il va falloir que je travaille, c'est ça le monde du football, il y a de la concurrence, c'est très dur. Là, il y avait beaucoup plus de concurrence que la normale. Mais finalement, ça m'a permis de travailler, d'être patient. Et je suis moi-même encore. Mais au final, tu ne joues pas avec la GIA, on te prête à Sedan en Ligue 2. Parce que ça a été, je pense que oui, tu as beaucoup plus joué, ça a été un prêt bénéfique pour la suite de ta carrière. En plus, vous faites une plutôt bonne saison. Donc, au final, est-ce que venir en Ligue 2, du coup, descendre d'une catégorie, est-ce que ça a été bénéfique, comme je te l'ai dit? Ouais, pour mieux rebondir. C'est exactement ça. C'est de se dire,
Il ne faut pas avoir peur aussi des fois de se dire, parce que je savais que moi la Ligue 2 allait peut-être me coûter ma place en équipe de France. Mais je me suis dit j'ai besoin de ça pour déjà retrouver du temps de jeu, être incontournable dans une équipe et prendre du plaisir. Parce qu'il ne fallait pas qu'à 18 ans ne pas jouer avec la GIA, mettre encore des bâtons dans les roues pour ma prochaine aventure, ma prochaine saison. Et finalement, ce prêt à Sedan m'a donné beaucoup de satisfaction finalement. Parce que sur 38 matchs, j'en ai joué 37, sans compter les matchs de coupe. Je suis buteur à 3 ou 4 reprises, je ne sais plus. On reste premier pendant toute la partie de la saison et c'est juste à la fin où on se fait passer par Valenciennes, devant Valenciennes. Et on finit deuxième, donc on monte en Ligue 1. Donc non, ça a été un très bon choix pour moi. C'était un peu, je pense que dans ta tête, tu voulais aussi prouver à la GIA qu'ils avaient tort de t'envoyer en prêt. Mais au final, tu reviens et on te renvoie en prêt, cette fois-ci à Lorient, dans un club de Ligue 1 qui permettra de découvrir la Ligue 1. Vous avez fait vos devoirs, les gars. Putain, vous connaissez. Oui, on a tout fait. Alors là, Bravo. On est qu'au début. on a dû travailler et du coup, c'est un peu choquant parce que tu viens d'une énorme saison. Tu dis que vous avez fini deuxième en Ligue 2, tu as prouvé que tu valais le coup. Il y a juste un match que tu n'as pas joué avec Sedan. Et on ne laisse toujours pas ta chance et on te renvoie à Lorient, qui est quand même maintenant un club un peu plus haut. Ils étaient en Ligue 1. Comment tu as vécu? Est-ce que pour toi c'était. Est-ce que je dois encore prouver ou pour toi tu avais déjà fait ce qu'il fallait? Non, justement, je l'ai vu différemment. Il y a des circonstances atténuantes aussi. Hein. Lorient fait partie des 3 clubs qui sont montés avec nous. Moi, quand je rentre à la GIA, donc je rentre de près, Giroud a arrêté. Et c'est Jean Fernandez qui reprend la main. Et Jean Fernandez, sur les matchs amicaux, je vois, ne me fait pas confiance. Je vois que je sais que je ne peux pas jouer, etc. Donc il y a Valenciennes, Sedan et Lorient qui montent. Il y a Valenciennes qui m'appelle, Comboira qui m'appelle à cette époque-là et qui veut me recruter, qui a vu ma saison, qui veut me recruter. Sedan, à la base, je voulais y rester parce que je me sentais bien dans le groupe, on était monté en première division. Mais il y a eu une mauvaise entente entre les présidents, Sedan et GIA, donc ça s'est pas fait. Et j'ai Christian Gourcuff qui m'appelle, et pour le coup qui a vraiment un discours très convaincant, et qui s'arrange avec la GIA. Je savais que je n'allais pas jouer avec la GIA. J'avais l'opportunité de jouer en Ligue 1 avec Lorient, et le mardi je signe à Lorient, le samedi je joue au Parc des Princes pour des matchs de Ligue 1. En plus c'est symbolique, chez moi à Paris. C'était parfait. Il y a toujours eu un court laps de temps au final dans tes décisions de carrière. Tu disais, avec Jordan qui disait comme quoi ta carrière a débuté assez rapidement, au final, sans son formation. Là, en quelques matchs, tu joues ton premier match de Ligue 1. Et tu as parlé de Gourcuff. Et ça, je vais laisser à Jordan, il a un petit mot. Tu as commencé à parler de Christian Gourcuff. Je crois savoir, d'après nos recherches, un petit peu comme tu as dit, c'était un entraîneur qui a pas mal compté pour toi, qui t'a pas mal influencé. Tu as commencé à dire du coup qu'il avait un discours très intéressant. Et c'est un coach qui a une belle vision du foot, etc., que moi j'aime bien. Est-ce que tu as quelques mots pour lui et nous t'expliquer un peu sa façon de travailler avec toi? Qu'est-ce qui t'a apporté aussi pendant toute ta carrière? Parce que tu vas le côtoyer quelques temps quand même. Ouais, je lui dois beaucoup à Christian. Moi j'estime aujourd'hui, mon rôle d'entraîneur, j'estime que c'est un exemple pour moi. C'est un mentor. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'identifier, qui ont du mal à comprendre sa façon de coacher ou même de s'exprimer, parce que c'est un homme qui est très introverti, qui ne s'exprime pas beaucoup dans les médias, donc on a du mal à le cerner. Moi j'ai eu un contact avec lui super paternel. Il m'a pris sous son aile, il m'a fait confiance, c'est lui qui m'a lancé en Ligue 1, donc je dois beaucoup. Il m'a vraiment appris et c'était ma plus grosse difficulté, encore une fois, avec les lacunes du non-centre de formation. Il m'a permis de me concentrer sur les matchs. Parce qu'en tant que défenseur, il y a des moments où tu es attentiste, tu regardes le match, tu es sur le terrain, mais tu manques de concentration. Il m'a permis à être beaucoup plus structuré tactiquement. Et on sait que
que fait l'intérieur de son bureau. Premier rendez-vous, c'est les tableaux, je te montre comment on joue, ordinateur, les trucs qui bougent dans tous les sens. Ça te plaisait ça? C'était plus tactique, ça convient peut-être pas à tous les joueurs. Non, quand on arrive dans le monde pro, quand on est jeune, on écoute. Dans tous les cas, on écoute. Donc on écoute, après, il faut s'imprégner, il faut que ça fonctionne, parce que c'est quand ça fonctionne que tu dis, ah oui, ça sert à quelque chose, même si c'est fatigant. Et on pourra en parler tout à l'heure, mais j'ai joué à la radio, donc je peux vous dire que la tactique, j'avais mangé. Donc finalement, ça fonctionnait, et on avait une équipe, une très bonne équipe, mais moyenne. C'est Lorient. Quand je dis une très bonne équipe, c'est que beaucoup de joueurs qui ont été sous les ordres de Christian Coucou ont réussi à intégrer de grands clubs. Et cette bonne équipe, cette équipe moyenne plutôt, mais sous les ordres de Cruyff, a permis à ce qu'on soit toujours, soit jamais dépassé, même par les grosses équipes. On ne perdait jamais de gros scores, on était toujours en place, on a fini, on arrivait à se maintenir sans grande difficulté finalement. Et ce coach m'a énormément donné sa confiance et vice versa. Donc en partie grâce à lui aussi, du coup, tu vas t'affirmer comme un bon défenseur de Ligue 1 pendant ces quelques années à Lorient. Et alors arrive Bordeaux, du coup, qui te recrute. À ce moment-là, ils sont champions de France en plus. Ouais, c'est ça. Donc comment ça se passe ce transfert et tout? C'est quand même un step au-dessus, je pense. Là, tu arrives dans un très grand club de France, champion de France. Donc comment se passe ce transfert? Je trouve il me restait 1 an de contrat. Alors en fait, quand j'ai fait ma première saison avec Lorient, j'étais prêté par Auxerre. Après, Lorient m'achète pour 3 ans. Donc je fais 2 ans en plus avec eux, en appartenant à Lorient du coup. Il me restait 1 an de contrat et là j'ai l'appel de Laurent Blanc aussi, qui est champion de France. Et à l'époque, je voulais plus jouer en France. Je voulais aller en Angleterre, ça correspondait à mon équipe de jeu. Mais il y a de la cohérence dans mes choix de carrière finalement, parce que mon seul objectif était d'aller en Angleterre, mais je me suis dit la seule équipe qui pourra me retenir, c'est Bordeaux. Et donc j'ai eu cet appel de Laurent Blanc où j'étais tout excité et tout. Et Laurent Blanc m'a vraiment fait comprendre que c'est moi qui voulais. Je fais la préparation de début de saison avec Lorient, le temps que ça se fasse, le transfert. Et je rejoins les champions de France avec une équipe et un centre d'entraînement exceptionnel. C'est comme ça que ça se fait. En plus, on va revenir du coup surtout sur la première saison qui est assez incroyable parce que tu vas découvrir la Ligue des Champions. Cette saison, en plus, dans des grands matchs, on va y revenir en détail. D'abord, juste la question un peu basique, mais ça fait quoi de jouer à la Ligue des Champions? Quand tu t'apprêtes à jouer contre des grands joueurs, tu es là, il y a l'hymne, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Est-ce que tu n'y penses pas vraiment? Tu es tellement concentré dans le match que tu réalises après? Quand c'est la première fois, après, je pense que puis il y a de matchs, quand on a l'habitude, après on fait abstraction, mais sur les premiers matchs, déjà, il faut comprendre que c'est un privilège pour un joueur de foot de pouvoir jouer à la Champions League. Je ne parle même pas d'être international, c'est encore au-dessus. Mais de jouer à la Champions League, il y a finalement une minorité de joueurs. Il y a des joueurs qui vont jouer, qui vont avoir des carrières de 15 à 20 ans, qui ne joueront jamais à la Champions League. Donc là, jouer avec un club qui gagne, c'est un privilège. Et les premières foulées sur le terrain. En plus, à l'époque, la Champions League passait sur TF1. C'était pas sur les chaînes cryptées. Donc ouais, c'était vu par la France, quoi. Mais c'était cool parce que sur ma première édition, je crois que je suis sur à 3 reprises. Donc je marque, on a le Bayern de Munich, Maccabi FA et la Juventus. On se dit que ça va être compliqué de sortir de cette poule-là et finalement on sort premier, on fait un match nul et tout le reste on le gagne. On va y revenir quand même parce qu'il y a quand même des faits vraiment marquants. Ouais. Je vais laisser Matteo commencer là-dessus. Mais déjà, du coup, moi je suis supporter de la Juve, tout le monde le sait, il élimine mon club, alors qu'il devait normalement être favori avec le Bayern. Mais moi je veux revenir sur le Bayern, tu marques une Madjer contre le Bayern, c'est assez anodin quand même, c'est très rare qu'un défenseur marque une Madjer, généralement c'est un gros coup de casque, on connaît les défenseurs, surtout que t'es grand. Et là, c'est de la tête. C'est ça, et là tu marques une Madjer en Ligue des Champions face au Bayern. Et le grand Bayern, avec Jürgen Boot au but.
C'est quoi ton ressenti quand tu marques une majeure? Ça doit être quand même fou. Je sais pas comment ça m'est arrivé. Honnêtement, déjà, il fallait que je me rattrape de ma prod avant, parce que ça ne nous en parlait pas, mais ça faut l'assumer. Je marque un but contre mon camp au bout de 5 minutes de jeu. Je me dis, mais comment on va faire face au Bayern? Donc, le grand Bayern, il y avait Miroslav Klose, Robben, Schweinsteiger, c'était l'équipe de Ribéry, mais il n'était pas là. Enfin voilà, Müller, etc. Et je me dis, comment on va faire? C'est chaud. Moi, pour mon deuxième match de Champions League, rattraper cette bourde, ça va être compliqué. Finalement, sur un corner, je sais pas, je suis bousculé, donc le ballon arrive au niveau de mes genoux, je suis en l'air. C'est le seul geste qui me vient à l'esprit, en fait. C'est instinctif, c'est même pas un truc calculé. Ça reste un peu d'attaquant, quoi. C'est exactement ça, voilà. Un reste de mes premiers pas en tant qu'attaquant. Non, mais voilà, c'est instinctif. C'est le premier geste qui m'est venu en tête. Ça a été magnifiquement réalisé parce que certainement que tu me remets 10 fois, je ne réussis pas. Donc, non, ça a été. Enfin, j'ai envie de dire un coup de chance, mais la chance, ça se provoque aussi. Donc non, ça a été un beau match, en tout cas, une belle façon de se rattraper. On peut le dire, hein, du coup, tu as bien doublé en Ligue des Champions, vu qu'il y a un on peut dire ça. Un doublé contre le Je Bayern. me contenterai du seul but, quand même. Du seul but, du coup, après, vous vous qualifiez, du coup, et vous avez un parcours quand même assez intéressant. Vous éliminez l'Olympiakos, tu marques, tu donnes même la victoire. Et après vient l'OL en quart de finale, et vous vous faites éliminer. Une petite déception quand même face à l'OL. Grosse déception. Une grosse même. Grosse déception parce qu'on savait qu'à cette époque-là, on était au-dessus. On était premier du championnat, on était champion de France. Champion de France, oui, mais même dans l'aspect, l'ascendant psychologique, on était serein. Je pense que ce qui nous a tués, c'est la finale de la Coupe de la Ligue le samedi, 3-4 jours avant, face à l'OL, où c'est la même équipe. C'est vraiment le même 11 qui joue, donc on n'a pas eu beaucoup de temps de repos. Surtout qu'en Champions League, on s'entraîne le jour d'avance sur le terrain dans lequel on va jouer, donc on a 1 ou 2 jours avant. Donc on a eu très peu de temps de repos et on était un peu émoussés. Bon, c'est pas une excuse, hein, on aurait dû être aussi meilleur. Après, il y a eu des faits de jeu qui nous ont un peu nous ont pas rendu service. On perd 3-1 chez nous, mais malgré cette défaite-là, on était quand même confiants parce qu'on savait qu'on allait être meilleur à domicile. On gagne que 1-0 face à l'OL, il aurait fallu un but pour qu'on se qualifie en quart de finale d'ailleurs face au Bayern qu'on aurait retrouvé. D'ailleurs, on s'est fait éliminer. C'est ça, et le souvenir que tu as de ce parcours, au final, c'est un super parcours, c'est un parcours historique, surtout que c'était un match. Un club français contre un club français, comme cette saison. Au final. Ouais, mais là, en quart de finale. Cette saison, ça a été en 6e. Ouais, mais pour dire, c'est un peu le lien qu'on a à l'heure actuelle. Comment tu décrirais, si tu peux utiliser seulement un mot pour décrire ce parcours, tu utiliserais quel mot? Exceptionnel. Exceptionnel, avec un. Alors, c'est pas qu'un mot, hein, désolé, mais avec un petit zeste de regret, parce que je pense vraiment qu'on aurait pu aller plus loin. Mais pour un premier parcours, aller jusqu'en quart de finale, à part le PSG, il n'y a pas vraiment qui arrive. Et Lyon à l'époque, il n'y a pas vraiment qui arrive à le faire, donc c'est une vraie satisfaction. Surtout se dire que vous avez fini devant le Bayern et que là vous auriez pu rejouer le Bayern, se dire que vous l'avez déjà fait une fois, pourquoi pas 2 fois, et après arriver en demi-finale. Totalement. Je pense qu'on aurait eu les armes après. Bon, tous les matchs sont différents. Je pense que le Bayern aussi s'était mieux armé en demi-finale car ils ont joué contre Lyon, mais ils ont retrouvé Robben en pleine forme, Ribéry en pleine forme, qui contre nous était blessé. Donc, et en deuxième partie de saison, c'est des équipes qui montent en régime. Donc, on ne sait pas comment aurait été la seconde partie de la demi-finale, mais finalement, ils ont fait leur. Et je crois qu'ils la gagnent en plus C'est en 2009-2010, c'est ça? Ouais. Je crois non, en 2010, c'est l'Inter. C'est l'Inter qui gagne avec le doublé Milito. C'est ça. Oui, c'est. En tant qu'Italien, je connais tout ce qui s'est passé dans le football italien et c'était une super finale. Et sur ce match-là, ils se sont fait. Ils étaient beaucoup trop forts, l'Inter, le doublé de Milito,
qui envoyait à la retraite des Michelis un peu à l'avance. Ouais. Du coup, c'était dingue, je te laisse la suite. Du coup, tu parles de déception face à l'OL, aussi face à l'OM, du coup, où tu perds la finale de Coupe de la Ligue. Exact. En fait, ce qui est étonnant, c'est que donc, du coup, vous perdez ces deux matchs très importants, sachant que Très proche. vous êtes champion de France, Ouais. vous êtes en haut du classement au championnat, et vous ne perdez pas le match de championnat Ouais. contre l'OL, ni contre l'OM. Donc, tu as parlé un peu que ce qui vous a manqué, c'est peut-être aussi vous étiez fatigué, émoussé, etc. Tu ne penses pas qu'il y a peut-être aussi quelque chose un peu mental à ce moment-là? Peut-être que le fait de jouer une équipe que vous connaissez en championnat, mais dans un grand rendez-vous, peut-être que la pression, quelque chose comme ça, jouait aussi ou... Non, C'est non, juste, non, je pense que le problème il vient d'autre part. Et c'est pas pour tirer sur Laurent Blanc, par exemple. J'ai vraiment apprécié travailler avec Laurent Blanc. Mais il y a eu encore plein de circonstances, plein de choses qui sont rentrées en compte et qu'il faut retenir aussi. Il y a eu cette finale de Coupe de la Ligue où toute la semaine, on savait qu'on tombait contre Lyon. Quand on a vu le tirage, je pense que c'est comme PSG Brest, on était content parce qu'on savait qu'on avait de fortes chances de s'imposer. En tout cas, qu'on pouvait jouer à fond le coup. Donc quand on est tombé contre Lyon, c'était un beau match pour nous. Et puis après, il y a eu ce match de Coupe de la Ligue où Laurent Blanc prépare pendant toute la semaine l'équipe, j'allais dire l'équipe réserve, pas l'équipe réserve, mais les pseudo-remplaçants. Alors, pas les titulaires, mais les remplaçants, en disant bon, la Coupe de la Ligue, Bordeaux l'a gagné la saison d'avant, c'est pas l'objectif premier du club cette saison. On est premier du championnat, on est en finale de Coupe de la Ligue, et on est en quart de finale de Champions League. Donc on va faire tourner un peu l'effectif parce qu'il y a beaucoup d'échéances. Et donc tous les gars se préparent pour jouer, tous les gars qui sont pseudo-remplaçants se préparent pour jouer ce match. Et le jour du match, ils lèvent le truc et c'est les titulaires qui ne sont pas forcément préparés. Donc psychologiquement, tu perds ceux qui devaient jouer et ceux qui ne devaient pas forcément jouer sont un peu surpris. Donc, et ça, c'est le jour du match. Donc on perd ce match-là face à l'OM, qui revenait bien d'ailleurs en championnat. Donc ce match, on perd 3-1. On doit jouer le samedi et le mardi, le lundi, on est déjà à Noël et on joue le mardi. Donc on était fatigué, malgré tout, psychologiquement, physiquement. Et je pense que c'est ça qui a joué. C'est ça qui a joué. Parce qu'après le match retour, on fait un très grand match et il y a Loris qui nous sort une masterclass et qui nous empêche de nous imposer. On peut passer à un autre grand moment de ta carrière qui est venu cette saison, ça va être ta convocation en équipe de France. Du coup, tu finis dans le 11 de Ligue 1 de la saison, Ouais. qui est déjà un truc énorme. Vient alors la convocation en équipe de France. Comment tu l'as appris? Parce que c'est toujours des belles histoires. Des fois, on est avec la famille, on l'apprend sur le canapé. Est-ce que toi, tu le savais déjà à l'avance ou tu l'as appris de qui? Non, je ne savais pas. J'avais reçu la pré-convocation. On reçoit toujours une pré-convocation avec un groupe de 30, un peu plus de 30 peut-être. Et je savais qu'il y avait mon nom. Alors, je pensais qu'il y avait une possibilité, mais il y avait des grands défenseurs derrière qui étaient dans des grands clubs. Je savais que ma saison et toutes les revues de presse qui étaient sur moi me permettaient aussi de me montrer pour l'équipe de France. Donc là, mais j'avais aucune idée du fait que je sois pris. Et quand je l'ai su, j'étais en train de signer avec le notaire pour acheter ma maison à Bordeaux. Donc j'étais vraiment dans le bureau du notaire en train de signer et je sens mon téléphone qui sonne, mais à fond, ça s'arrête pas. Et après la signature, je regarde et je vois 80 messages, des appels, félicitations. C'est comme ça que je suis dans l'équipe de France. Et en fait, j'ai bénéficié du forfait de William Gallas. C'est pour ça aussi que j'étais appelé. Et tu penses avec s'il y avait eu lui, tu... Je ne pense pas. Je pense pas, peut-être sur une autre sélection, hein, peut-être, mais en tout cas, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein, j'en profite. Et William, c'est un ami, donc s'il voit ça, je suis content que tu sois blessé. Parce que du coup, moi je suis d'origine espagnole, et en fait, ton seul match du coup, et moi je trouve ça beau, en plus je crois que tu le dis plusieurs fois, donc ton seul match avec l'équipe de France, c'est un amical face à l'Espagne en 2010, donc ils ne sont pas encore champions du monde.
je crois. En 2010, Ils jouaient pas juste avant. En Europe. Ok. Il me semble. Et donc vous perdez le match 2-0, 2-0. Villa et Ramos qui marquent. Et moi, faire un petit lien, moi je suis en 2002, donc la première fois que je regarde du foot c'est 2010, c'est la Coupe du Monde. Et avec ma famille, du coup, ils me disent bah, nous on est espagnol, on regarde l'Espagne. Et bon, l'histoire c'est que voilà, le beau jeu fait que moi j'aime bien et je m'attache à tout ça, etc. Mais toi sur le terrain, comment que c'est de jouer comme ça? Parce que tu as un mélange de fierté de jouer pour ta nation, et en même temps tu joues contre la grande équipe. Ouais, et est-ce que vraiment pour toi c'était un peu injouable? Tu es là, tu te dis franchement j'essaye, mais j'ai l'impression que je peux rien faire. Là, franchement, ils sont beaucoup trop forts pour nous. Non, alors oui, ils étaient plus forts que nous, ça c'est sûr. Ils étaient plus forts que nous. Mais est-ce que cette supériorité elle est telle que tu me disais Non, pas à ce point-là, parce qu'on est quand même dans une des meilleures nations du monde aussi, en équipe de France. Même si l'équipe de France que j'avais intégrée était un peu, j'ai envie de dire, malade, c'était la fin un peu de mon domaine quand ça allait sa dernière compétition aussi. Un groupe un peu rebelle, mais c'est deux grosses nations qui s'affrontent. Ça, j'en suis conscient. Je sais qu'on a aussi une équipe à jouer, mais face à la meilleure équipe du monde actuelle. On joue contre le Barça et le Real, qui marchait sur tout le monde. C'était un 11 de départ incroyable, et tu vois les remplaçants, tu te dis, en fait, c'est chaud. Mais tout le monde me pose la question en me disant, oui, c'est un cadeau empoisonné. Non, pas du tout. Je vois l'équipe de France, c'est un privilège, c'est une fierté avant tout. Si je me mets contre n'importe quelle équipe, je serais heureux de pouvoir porter le maillot des Bleus. Et ça, c'est juste le fait de le porter, c'est déjà une consécration énorme. Se dire, être arrivé là, c'est faire partie des meilleurs Français du monde pour pouvoir être sur le terrain. Donc oui, c'était un match très compliqué. Ils ont montré qu'ils étaient supérieurs dans la circulation du ballon. On a eu beaucoup de mal. Les 2-0, je trouve que c'est bien. C'est pas mal. C'est bien. Et donc à ce moment-là, on se dit peut-être que ta carrière en équipe nationale peut peut-être être lancée, et ce sera du coup ton seul match. Est-ce que du coup tu as des regrets là-dessus? Tu te dis que tu aurais pu retourner, sachant qu'à un moment, c'est un peu plus loin, mais en 2000. Après la Coupe du Monde, il y a Laurent Blanc qui arrive en tant que sélectionneur, qui était ton coach à ce moment-là à Bordeaux. Tu te dis pas, peut-être avec le recul, bon, il m'a connu, il sait comment je joue, peut-être qu'il aurait pu me prendre une ou deux fois. Ouais, je pense qu'il y a pensé. Après, c'est là où on voit l'importance de faire de bonnes prestations en club et d'être dans un club qui fonctionne bien. Parce que la prestation collective permet de ressortir les individualités. À l'époque, moi, quand je suis sélectionné en équipe de France, c'est parce que Bordeaux est en haut et on parle que de Bordeaux. Quand Laurent Blanc prend l'équipe de France, ça a été Ghana et on est beaucoup moins performant. Et les performances, encore comme je dis, les performances collectives sont super importantes pour pouvoir être sous la lumière. Du coup, tu disais que les performances collectives étaient importantes, surtout en tant que défenseur. Au final, je pense que le défenseur, c'est encore plus difficile qu'être un attaquant. C'est un attaquant, même si peut-être le club ne fonctionne pas très bien, mais il marque quand même ses buts, et il sera plus mis en lumière. Et toi, du coup, tu as côtoyé énormément de grands joueurs à Bordeaux, Marwan Chamakh en attaque sur cette saison-là, du coup. Il y a eu aussi Yoann Gourcuff. C'est un peu la question classique du journaliste. C'est un peu un gâchis, au final, Gourcuff, au vu de son talent, au vu de son niveau. Toi, est-ce que tu vois comment sa carrière de Gourcuff? Est-ce que tu es un peu déçu? Est-ce qu'il n'a pas atteint ce qu'il devait atteindre? Je vais pas être déçu, je ne suis pas son père. Je vais pas être déçu, mais après, oui, avec du recul, je peux penser que. Mais je suis personne en vrai pour dire ça, et je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir un peu de regret sur la carrière de Yoann, parce que ça est. Enfin, moi, je l'ai côtoyé, je sais qu'il a des qualités énormes. Vraiment, et je pense que le football français, les Français ont vu que ce jour-là a des qualités énormes, et je pense que sa carrière, elle était à l'envers. Il aurait dû finir par le Milan et par Bordeaux plutôt que d'aller après à Dijon et tout. Bon, bref, après ça, c'est mon avis. Mais moi, j'ai connu un Yoann Gourcuff hyper professionnel. C'est l'un des meilleurs joueurs avec lequel j'ai joué, honnêtement. Pourtant, j'ai vu des bons joueurs, mais Yoann, c'était très professionnel, c'était super rigoureux, super discipliné sur tous ses gestes, sur tous ses pas,
son implication, il venait avant, il repartait après. C'était un vrai professionnel, vraiment, qui m'a beaucoup inspiré, avec qui je travaillais beaucoup, avec qui je m'entendais très bien. Il a beaucoup réussi à Bordeaux parce qu'il avait un coach qui lui laissait sa liberté, qui laissait s'exprimer sur le terrain. Il y avait des joueurs qui avaient confiance en lui. Pour moi, c'était un super joueur quand on était à Bordeaux. Quand il est parti à Lyon, après, ça a été différent parce qu'il y a eu de la concurrence, parce qu'il y a eu une autre mentalité. Donc, il y a certains joueurs, et moi je le vois maintenant en tant que coach, il y a certains joueurs qui ont besoin d'être chouchoutés, il y a des joueurs qui ont besoin d'être piqués, il y a des joueurs qui ont besoin d'être accompagnés. Lui, c'est un joueur qu'on a besoin de mettre à l'aise. Il a besoin de ne pas avoir de pression sur les épaules. C'est ce qu'il a eu en équipe de France, c'est ce qu'il a eu à Lyon, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est blessé, qu'il a un peu chuté. Formidable joueur, hein. Moi je kiffais trop quand je me rappelle de ses buts. Le Paris Saint-Germain, c'était une folie. Il était tellement fort. Franchement, c'était l'un des premiers joueurs français que j'ai adoré. C'était magnifique. En plus, c'était avec des champions sur TF1, comme tu disais. C'est dingue. Du coup, tu nous parlais qu'avec Tigana, c'était un peu plus compliqué. Vient alors Gilo qui te redonne un peu plus confiance. Et à ce moment-là, tout est lancé. Après, vous faites même une 5e place en Ligue 1, qui est plutôt bonne. Mais tu quittes Bordeaux. Est-ce que tu as déjà 2-3 mots sur ton passage à Bordeaux? Qu'est-ce que tu retiens de ton passage au Girondins? Après, pour revenir un peu sur ce que je te dis, Gilo qui fait un peu plus confiance. Tigana me faisait confiance. Hein. Il me considérait avec Alou Diarra et Yaroplace comme des leaders. Chaque fois, il me prenait dans son bureau pour me demander des conseils sur certaines choses, sur les recrues, etc. Donc j'avais la confiance de Tigana, c'est juste que ça s'est mal passé en tant que coach. Il y a eu des petites choses sur lesquelles on ne s'est pas forcément entendu, mais j'ai entendu. Après, il y a eu des petites blessures qui n'ont pas permis d'être toujours titulaire. Mais c'est vrai qu'avec Gilo, j'ai eu un peu plus de stabilité. On fait une saison un peu plus équilibrée. Et voilà, moi, ce que je retiens des 3 années avec 3 coachs différents, la première année était exceptionnelle. La première année m'a permis de jouer à la Champions League, m'a permis d'être juste champion d'automne et surtout de porter le maillot des Bleus. Ça, je suis reconnaissant par rapport à Bordeaux parce que sans la confiance qu'ils m'ont donnée, j'aurais peut-être pas connu ça. Mais là, je suis reconnaissant par rapport à ça. La première année était exceptionnelle, la deuxième un peu plus compliquée, la troisième un peu plus équilibrée. Et du coup, vient la Lazio, donc à l'été 2012, où tu t'engages donc en Italie. Comment s'est fait ce transfert? Est-ce que tu peux nous raconter un peu le début, donc comment le transfert s'est fait? Est-ce que pour toi, dans ta tête, c'est une étape supérieure entre Bordeaux et la Lazio de Rome, qui est un grand club italien? Et aussi, comment se passent tes premiers matchs? Tu disais avant qu'en Italie, ça parlait beaucoup de tactique. Ouais. Est-ce que tu as eu du mal à t'adapter peut-être, ou comment ça se passe? Encore une fois, je trouve que ma carrière a eu du sens dans le sens où il y a une bonne progression. J'étais à Sedan, à Lorient en Ligue 1, Lorient-Bordeaux. Bordeaux, je trouve que c'est un Lazio, après c'est un step en plus. Qui joue la Coupe d'Europe, avec une histoire incroyable, des joueurs incroyables qui sont passés sous le maillot de la Lazio. Voilà, quand j'intègre ce club-là, à la base, je ne peux pas y aller. Non, à la base, je ne veux pas aller en Italie parce que ce n'est pas dans mon plan de carrière. Comme j'ai dit, chaque année, j'ai eu... L'Angleterre encore? Ouais, l'Angleterre. Parce que j'estimais que c'était un jeu qui me correspondait et c'était vraiment pas dans mon plan de carrière. Sauf que j'ai eu cette demande-là. Je me suis renseigné autour de moi pour savoir si c'était un bon choix et tout. Et donc, on m'a donné le feu vert. J'ai décidé d'y aller et puis ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé pendant 3 ans. Mon premier match, ça c'est, je crois qu'on perd 1-0 face à Genoa. Et c'est là où j'ai vu la rigueur tactique. C'est qu'il y a un duel avec le défenseur central qui perd son duel et qui se claque, je crois, en courant. Mais c'était la dernière minute. Et j'étais mal aligné. J'étais un peu derrière lui, mais j'étais mal aligné. Et quand j'essaie de revenir, c'est Borriello qui marque. Et on perd 1-0. Et je fais un match, je fais un
très gros match. Vraiment où je m'impose physiquement, je fais un super match. J'ai la sensation d'avoir fait un très gros match. Tous les jours viennent me féliciter. Waouh, super intégration, génial, génial. Le lendemain, le lendemain, lors de la vidéo, le coach il focus sur moi. Ouais, la tactique, nanana. Je m'en suis pris plein la tête. Et c'est là où j'ai compris que le moindre détail fait la différence, au très haut niveau. Et ça m'a permis justement à la Lazio de travailler tactiquement, d'être. Il y a eu des séances de 2 heures que tactique, sans ballon, tu cours, c'est fatigant pour un joueur. Hein. Mais après voilà, sur le terrain, tu te retrouves, tu es à l'aise. Ça m'a rappelé un peu le travail que je faisais qu'on faisait avec Lorient et Courcuff, mais en beaucoup plus poussé, ouais, exactement. Donc du coup, beaucoup de tactique, mais tu vas finalement t'imposer et réussir, parce que cette saison-là, vous remportez la Coupe d'Italie. Ouais. Face à l'AS Roma en plus en finale, avec un parcours où on s'est éliminé la Juve en demi-finale, donc la grande Juve en plus de l'époque. Désolé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours et un peu de la finale? Et j'imagine qu'il doit y avoir une ferveur énorme dans ce match, la ferveur même des supporters romains de la Dio. Pour moi, c'est les meilleures ambiances que j'ai connues en tout cas. Dans un stade de 70 000 places, énorme, jouer une finale à Rome face à l'AS Roma, quoi de mieux, c'est une finale historique. Dès ma première saison, quand on sort de Formello, le centre d'entraînement de la Lazio, il y a au moins 15 km pour aller jusqu'au stade. Sur les 15 km, rempli, un engouement énorme autour de ce match, beaucoup de pression, parce que la Roma est très populaire à Rome aussi, et donc chaud, ouais, chaud. Bon, j'ai pas participé, j'ai pas commencé titulaire, je suis rentré en fin de match. Mais j'ai ma contribution parce que j'ai sorti des ballons importants et puis surtout que je qualifie le club en quart de finale face à la dernière minute, à la 94e minute face à Sienne. Ça, c'est resté dans le cœur des supporters. Donc je suis content d'avoir contribué à cette coupe. Et du coup, est-ce que c'est une petite question que j'avais pas notée, mais est-ce que tu parles un peu italien? Est-ce que tu as dû l'apprendre ou... Oui, bien sûr, ouais. J'ai fait 3 ans. Je ne l'ai pas appris avec des profs, je l'ai appris sur le tas, dans le vestiaire avec les joueurs, et je suis content de pouvoir parler italien. J'ai un peu perdu, mais je peux tenir une conversation, bien sûr. Ouais, c'est super cool. Si tu veux, on parlera italien. Exact. Vient alors une nouvelle saison, et cette fois-ci, la Juve se venge et vous bat 4-0 en finale de Super Coupe d'Italie. Ouais. Du coup, et c'est Antonio Conte, l'entraîneur. C'était vraiment l'incroyable Juve, invaincu en Serie A, etc. Moi, en tant que supporter de la Juve, c'est la première fois que je parle avec un joueur qui a affronté ce club. C'était quoi la Juve de Conte? C'était vraiment cette rigueur tactique, ce pressing à tout moment, où ça allait encore? Ouais, non, ils avaient des individualités extraordinaires. Et ce système à 3 défenseurs derrière qui est très solide, avec des pistons qui faisaient des allers-retours. Après, il y avait des individualités, comme j'ai dit, qui faisaient des différences. C'était la bonne époque de Paul Pogba, Tevez. Voilà, de Tevez. C'était incroyable. Pour moi, les meilleurs joueurs que j'ai vus, c'était là. Il y avait Vinko, il y avait Pirlo encore. C'était des grands joueurs. C'était dur de jouer contre eux. Vient alors un entraîneur qui les a battus il y a quelques années, à la Lazio, Stefano Pioli. Ouais. Mais sur la saison avec Pioli, tu te blesses quasi 4 mois, j'ai vu ça, que tu t'es blessé à l'ischio. Pas l'ischio, le grand fémoral, c'est le muscle ici, là. Il a détaché carrément. Du coup, Transfermarkt, ils se sont trempés sur ta blessure. Ouais, ils sont pas tous au courant. Ouais. T'as vécu comment cet arrêt? Parce que c'est quand même un arrêt quand même qui te prive de la moitié de la saison. Ouais. Tu l'as vécu comment? Est-ce qu'il y a une concurrence qui s'est installée? Est-ce qu'un joueur a pris ta place qui ne s'est plus détaché du 11 ou... Je vais t'expliquer un peu la façon dont ça s'est fait. C'est que Stefano Pioli arrive à la Lazio. Je fais toute la je fais toute la préparation, sur toute la préparation, les matchs amicaux, tu vois, qui me fait confiance, il me parle énormément. Et je me dis, je vais faire la saison de ma vie. Ils prennent Stéphane De Vrij, qui est maintenant à Inter, donc ils lui prennent.
Là, je me dis, donc il m'associe avec lui, donc je me dis, on va faire une grosse saison, Stéphane qui est chaud, etc. Super. Un peu avant le championnat, au début du championnat, il me prend dans son bureau et il me dit, ouais, Mika, je compte pas sur toi. Moi, je me dénude, je me dis, ah ouais, ok. Mais je flippe intérieurement, mais je lui fais comprendre que mentalement, je suis costaud et je lui dis, bon, pas de problème, ok. Je m'entraînerai comme il le faut et il me ferait chaud parce que je serais indispensable, quoi. Et finalement, il ne me fait pas jouer les 2 ou 3 premiers matchs. Je suis sur le banc. Et après, je sais pas, un coup du sort, il doit me faire jouer. Donc il me fait jouer. Là, j'enchaîne peut-être une douzaine de matchs d'affilée. Et justement, je me blesse. Je me blesse à l'entraînement, en fin d'entraînement sur une frappe. Je me blesse où il y a mon grand fémur qui se détache. Donc c'est le muscle qui se rétracte. Donc là, c'était opération ou attendre, je ne voulais pas me faire opérer. Du coup, j'ai été absent pendant 4 mois. Et là, j'ai joué que sur les 2 derniers mois. Donc une grosse partie de saison où j'ai été absent. C'était ma plus grosse blessure de ma carrière. Ouais. Est-ce que après la suite de ta carrière, tu l'as encore ressenti cette blessure? Non. Non, c'est passé. Plus jamais j'ai eu des. Quand j'étais à Auxerre, cette première saison d'ailleurs à Auxerre, j'ai eu comment on appelle ça, pubalgie, hernie inguinale. J'ai eu des opérations sur les genoux, mais c'était des arthroscopies, des trucs très minimes qui ne me permettaient pas de rater trop de temps. Il y a juste cette blessure-là qui m'a pris 4 mois et moi, je trouve que je suis assez chanceux parce que je n'ai pas trop été blessé durant ma carrière. Toi, c'est une chance et tu as eu une autre chance, c'est de côtoyer Miroslav Klose, Ouais, du coup, grand joueur. un super attaquant, une légende, meilleur buteur d'histoire de la Coupe du Monde. Ça fait quoi de côtoyer un joueur de cette envergure dans le vestiaire? Est-ce qu'il parlait énormément, vu qu'il était déjà sur une fin de carrière? C'était un cadre de votre équipe? Modèle, c'est un modèle. Si je peux le qualifier en un mot, c'est un modèle. C'est un joueur d'une humilité incroyable, avec tout ce qu'il a gagné, avec tout ce qu'il a fait dans le football, dans le championnat allemand, dans le championnat italien, pour la sélection allemande. Moi, jouer des joueurs comme ça, pouvoir m'entraîner avec des joueurs comme ça, c'est un enrichissement total. Malgré son âge, c'est un joueur qui n'hésitait pas sur les efforts, qui courait énormément, qui était super adroit devant le but, qui ratait très peu, qui emmenait le groupe, quoi. Donc moi, ça a été un plaisir de jouer pendant 3 années auprès de ce joueur-là. C'est une légende. Ouais. Franchement, c'est un exemple pour beaucoup de joueurs. J'ai déjà vu plein de vidéos sur lui, même des interviews, ils disent là exactement la même chose que toi. Oui, sa carrière le démontre. On va finir l'arc là-dessus par 2 petites curiosités sur 2 joueurs qui m'ont marqué. Moi, étant italien, il y a des joueurs qui m'ont marqué, même s'ils n'ont pas fait une énorme carrière. C'est Mauro Zarate, qui était annoncé comme un crack ultime en Italie. Franchement, j'avais rarement vu une telle propagande sur un joueur. Et après, on reviendra sur Hernanes, un autre qui était nommé le prophète. Du coup, c'est un surnom quand même dingue. Si tu as 2-3 mots sur Mauro Zarate et Hernanes. Zarate, moi je l'ai connu c'est la première saison où j'arrive. Après, il part, il fait pas la saison totale avec nous. Mais Zarate, moi quand j'arrive, on me fait comprendre que c'est le Messi. C'est vraiment Messi argentin. Je dis ah ouais, ok et tout. Et effectivement, sur le terrain, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou parce qu'il était très dynamique, très technique, il était très fort, mais je sais pas, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas. Je sais pas si c'est mental, je sais pas ce qui s'est passé avec lui. Et je l'ai pas trop côtoyé parce qu'après il est parti en prêt. Et on en a plus trop entendu parler après. Et après il y a eu Hernanes. Et Hernanes. C'est Salto. Ouais, c'est Salto. Mais lui c'est un génie, j'ai envie de dire. C'est un génie footballistique, pied gauche, pied droit, tir corner, coup franc, pied gauche, pied droit. Il est techniquement avec ses passements de jambes, on savait ce qu'il allait faire, mais il passait tout le temps, il avait une superbe frappe, il avait des buts exceptionnels, des coups francs. Je trouve que lui, on n'a pas assez parlé de lui, alors qu'il avait une capacité, une qualité
exceptionnel. Après, il a été international brésilien, donc c'est bien, mais Il a fait quand même des bons clubs. il a fait des bons clubs. Il a fait l'Inter, La Juve. la Juve, ouais, exactement. Il a fait des bons clubs. Mais on n'en a pas assez parlé, je trouve, comme le joueur qu'il était. C'était aussi une génération 2014 du Brésil où il y avait plein de grands joueurs. On parlait énormément de Neymar, Hulk, Oscar. On parlait beaucoup de Oscar. Peut-être qu'il a été éclipsé par Exactement, Oscar. certainement. Mais quand on donne en détail, déjà, c'est hyper difficile de donner un surnom assez significatif. On appelle le prophète. Ça mais c'est parce qu'il est. C'est un gars très cultivé. Très cultivé et qui connaissait le Coran, qui connaissait la Bible, qui connaissait tous les livres religieux par cœur. Mais vraiment. il apprenait le français qu'en lisant des livres. C'est-à-dire qu'il pouvait parler français, italien, espagnol, brésilien, portugais, pardon. Il parlait au moins 7 langues. C'est un génie, ce gars. Et c'est pour ça qu'on doit donner ce surnom-là. C'est totalement vrai. Là, tu nous apprends. Je pense que tu apprends énormément de choses, surtout qu'en France, je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Du coup, parce que c'était pas un joueur, déjà la Serie A c'était difficile à regarder. Mais c'est dingue ce que tu nous dis. Du coup, après la Lazio, tu signes au Sporting. Donc, je commence à comprendre un peu. Si on peut dire ça. Je commence à comprendre ta carrière. À mon avis, tu voulais peut-être aller en Angleterre plutôt. Mais, et du coup, tu vas pas jouer un seul match. Et tu vas même repartir, donc on reviendra après à l'Espagnol Barcelone dans le même mercato. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi tu n'as pas joué de match? Est-ce que le coach t'a pas du tout fait confiance? Il y a eu un transfert un peu bizarre et tout qui te repartit? Tu l'as pas senti? Non, c'était assez étrange. C'était une anomalie dans ma carrière cette année. Mais quand je dis l'année, c'est une année complète, c'est-à-dire Portugal-Espagne. Ça a été une anomalie parce que je finis mes 3 ans de contrat avec la Lazio. Derrière, j'essaie de trouver mes agents essaient de trouver des clubs, j'avais des opportunités. Et on me propose le Sporting Portugal. Comme la Lazio, c'était pas du tout mon plan de carrière. Là, je me dis, je sais pas, mais bon, ils sont qualifiés en Champions League, ils ont terminé deuxième la saison d'avant. Le coach qui est Jorge Jesus, qui était à Benfica, club rival, parce que les deux stades sont l'un à côté de l'autre à Lisbonne, et qui a fini champion, justement, vient au Sporting. Donc je me dis, bon, il y a un vrai engouement autour de ce club, il y a de vraies attentes. Et donc ça se fait en 2 jours. Je vais faire déjà la visite des lieux. Je suis tombé dans un tracteur un peu parce qu'il faut faire la visite médicale de suite, et alors c'est pas prévu. À la base, je venais juste visiter, discuter un peu et tout. Et bon, ils ont réussi à me faire signer. Finalement, j'ai réussi à signer. Et quand j'arrive là-bas, donc les joueurs ont déjà repris. Les joueurs ont déjà repris depuis 2 ou 3 semaines. Donc moi, j'avais déjà un retard, même physiquement. Et dès que j'arrive, on part en stage en Afrique du Sud. Et quand on fait la semaine en Afrique du Sud, je joue mon premier match contre une équipe locale. On revient au Portugal. Et du jour au lendemain, le coach vient me dire ouais, finalement, c'est pas moi qui fais le recrutement, je ne souhaite pas. Alors qu'on lui donne plein de pouvoir. Il y a un grand club, le gars, c'est qui est Mikel Siani, international. Quand je viens signer au stade, il me serre la main, il est content de me voir, il me dit oui, j'espère que tu seras avec moi en Afrique du Sud. Enfin bref. Finalement, il change d'avis, mais je pense que ça a été une histoire d'argent. Voilà. Il y a eu des choses qu'on ne maîtrise pas trop qui sont rentrées en compte. J'ai été victime de ça finalement. Et derrière, j'ai retrouvé cette opportunité à l'Espagnol Barcelone. Et pareil, l'entraîneur de l'Espagnol qui était argentin, qui appelle Scaloni, qui est aujourd'hui entraîneur de l'Argentine, qui a joué avec moi à la Lazio. Et c'est Scaloni qui lui dit ouais, prends-le tous les jours, Mika, c'est un monstre, il va t'aider, etc., etc. Donc je signe à l'Espagnol Barcelone. Et j'étais pas prêt physiquement, je ne me suis pas préparé avec les Sporting. Et quand j'y vais, donc il y a des matchs de championnat qui commencent, etc. Et mon premier match, je joue face au Real de Madrid. On perd 5-0 ou 5 ou 6-0, je crois. C'est Ronaldo, voilà, quintuplé de Ronaldo.
Je me suis dit super mental, c'était bien. Du coup, c'était ça un peu ma question. Si tu pouvais expliquer pourquoi est-ce que du coup à l'Espagnol tu joues aussi que 5 matchs dans la saison et revenir un peu sur ce match contre le Real là aussi. Est-ce que du coup ça faisait un peu comme contre l'Espagne, pardon, où tu dis bon, là, ils sont beaucoup trop forts. Ouais, là, en plus c'est R7 qui en marque 5. Je le prends plus comme un quad empoisonné dans le sens où bon, c'est mon premier match en Espagne. Mais en fait, le coach vient me voir 2-3 jours avant le match. Il me dit Mika, je te sens prêt à l'entraînement et tout. Je vais te mettre contre le Real. Je dis bah oui, moi je suis compétiteur, donc en plus face à Benzema, Ronaldo, Bale, pas de problème. Je dis ok. En plus, je me sentais prêt physiquement et tout. Et je sais pas pourquoi, sur ce match-là, alors qu'ils ne le font jamais, il nous met à 3 derrière. Mais il a 3 au marquage sur les 3 attaquants. Un système qu'on ne maîtrise pas trop. Nos milieux, c'était un peu jeune, un peu timide. Donc on s'est fait manger au milieu de terrain, ça balançait que des ballons dans la profondeur. Nous, on courait. Et ouais, Ronaldo qui était sur. C'était ses meilleures années, hein, qui met un quintuplé. C'était un match. Pour une première, c'était un match compliqué. Et sur ce match-là, ça m'a desservi finalement. Parce que derrière, il ne met plus. Et je joue que les gros matchs. Je joue que Barcelone, Atlético. Même que sur les matchs coupe-gorge. Du coup, avec un peu. Tu vas quand même essayer de rebondir. Tu vas revenir à Lorient. Ouais. Du coup. Où tu es même nommé capitaine, je crois, assez vite. C'est peut-être une saison un peu compliquée, mais est-ce que tu peux nous dire quelques mots quand même sur cette saison? Et du coup, sur le club, en vrai, tu as fait quand même 2 passages à Lorient. Est-ce que c'est un club qui t'a marqué, qui a compté dans ta carrière? Ouais, qui a compté. Un club dans lequel je me sens chez moi aussi. C'est un club qui m'a fait confiance, même avec les différentes présidences. C'est un président qui nous fait confiance. À la base, je repars à Lorient, je ne veux pas revenir en France. Angleterre encore. Ouais, je ne veux pas revenir en France parce que j'ai envie de rester à l'étranger. Mais je romps mon contrat avec, je trouve un accord avec l'Espagnol Barcelone, avec qui il me restait encore 1 an. Mais je romps mon contrat en toute fin de mercato. Donc quand je romps mon contrat, j'ai pas de club et le mercato est fermé. Mais je suis joueur libre. Donc ce que je demande à Christian Goupil, qui à l'époque était à Rennes, de pouvoir m'entraîner avec l'équipe de Rennes. Il dit c'était compliqué parce qu'ils avaient beaucoup de joueurs, énormément de joueurs à cette époque-là. J'avais demandé à Bordeaux, c'était pour Venec, mais j'ai pas de lien avec Venec. Et après j'ai eu Lorient. À la base, c'était vraiment que pour m'entraîner avec Lorient. Donc je demande à Sylvain Ripoll, qui était avant l'adjoint de Gourcuff, que je connais très bien. Je dis oui Sylvain, est-ce que je peux venir m'entraîner pendant 1 semaine? Je trouverai un club. Hein. Je veux juste garder la forme dans une structure pro, etc. Il me dit ok, pas de problème, Mika, viens et tout. Donc j'y vais. Et au bout de 2 jours, il me prend dans ce bureau en me disant ouais, on a besoin d'un leader et tout. Est-ce que ça te dit de venir et tout. Comme moi, j'avais pas de club à ce moment-là, je me suis dit bon, j'ai un contrat sur la table, je ne vais peut-être pas prendre le risque de refuser. Et c'est surtout un club que je connais, un coach que je connais, et j'ai envie de les aider vraiment. Donc j'ai accepté et oui, ils m'ont donné la responsabilité d'être capitaine assez rapidement. Après, c'est totalement dingue. Après, tu décides de vivre le rêve américain. Ouais. Si on peut le dire. En 2017, tu rejoins les Galaxy, un cadre de vie totalement différent, un football totalement différent. On appelle ça plutôt le soccer. Hein. C'est différent. Pourquoi ce choix d'aller aux États-Unis? C'était un peu le début des joueurs qui signaient aux États-Unis, Gérard, Lampard, Ibrahimovic, Thuram. Du coup, pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que, encore dans l'optique de trouver de nouvelles cultures, de nouvelles choses, j'ai trouvé qu'à ce moment-là, j'avais 33 ou 34 ans, c'était 33 ans, c'était le moment de voir autre chose. J'ai fait une saison avec le Lorient, le président m'avait demandé de refaire une seconde saison. J'ai dit non, toujours dans l'optique de découvrir en fait. J'ai eu cette opportunité à la Lazio, à Los Angeles. Et voilà, les Galaxies ont désiré me prendre et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Pour les enfants, pour découvrir un autre football et aussi dans un cadre de vie. Peut-être que si ça avait été un autre club, j'aurais peut-être refusé, mais Los Angeles, ça se refusait pas. Donc
voilà, j'ai décidé d'y aller. Ça a été une très bonne, de belles saisons. Enfin, une saison et demie intéressante. Et t'en as pensé quoi du football en Amérique? Est-ce que maintenant qu'il y a Messi, c'est un peu plus médiatisé en France, on dit que c'est un football un peu inférieur de l'Europe. Toi, t'en as pensé quoi du football américain? Moi, j'ai été agréablement surpris. Honnêtement, on critique la MLS, mais c'est un football physiquement, ils sont physiques, rapides, il y a beaucoup de technique parce qu'il y a beaucoup de Mexicains, il y a des joueurs africains, il y a beaucoup d'Européens aussi. Pour moi, le plus gros aspect sur lequel ils devraient travailler, c'est. Après, bon, ça fait longtemps que j'ai quitté la MLS, donc ça devrait aussi. Mais c'est sur l'aspect tactique. C'est aussi pour ça que Los Angeles m'avait fait venir, c'est pour structurer ce côté défensif. On a été pris à pas mal de reprises sur des gros déficits tactiques et je pense que c'était le plus gros chantier. Mais après, voilà. Tout ce qui est footballistiquement parlant, c'est intéressant. Hein. Les stades ils sont remplis, il y a de très belles structures. Et après, c'est un mode de vie différent. Quoi. Parce que les voyages, conférence Est, conférence Ouest, partir à 3-4 jours de mise au vert parce que c'était à 5 heures de vol et 3 heures de décalage. Enfin, c'est marrant, mais l'adaptation n'est pas facile non plus. Du coup, à Los Angeles, tu vas retrouver Zlatan, Ouais. Ibrahimovic, avec qui je crois que tu as eu une petite altercation quand tu jouais même C'est ça. avec Bordeaux. Du coup, si tu pouvais revenir un peu sur cet événement, et c'est comment aussi de côtoyer Zlatan aussi au quotidien, on sait que c'est un personnage, etc. Ou peut-être que c'est qu'un personnage devant les médias, est-ce que ça l'est aussi dans la vraie vie, dans le vestiaire? Bah, c'est vrai qu'on avait eu une petite altercation sur mon dernier match d'ailleurs avec Bordeaux, Bordeaux-Paris, où on se rentre un peu dedans, les petits noms d'oiseaux et tout, c'est bon enfant hein, sur le terrain. On s'en est rappelé d'ailleurs quand il est arrivé à Los Angeles, il s'en est rappelé, on en a discuté. Et bon, on a vite été très proches parce que bon, en plus il était à côté de moi dans le vestiaire, donc on discutait beaucoup. Et Zlatan en vrai c'est un personnage sur le terrain. C'est un personnage aussi à l'extérieur, mais c'est deux types de personnalités différentes en fait. Sur le terrain c'est un vrai compétiteur, il est très dur très dur à jouer, très dur. C'est un joueur qui met beaucoup de pression en fait sur les joueurs. C'est normal. Un gagnant, un gars qui est dans la performance, il veut que les gars autour de lui soient pareils aussi dans la performance. Donc il est très exigeant. Il le fait savoir à sa manière. C'est ce que j'avais noté que pour l'émission Les Prolongations, tu disais qu'il était venu te prendre la tête, te dire comment défendre, et toi tu l'as remis en place. Moi je te dis pas comment toi tu dois attaquer. Ouais, en fait, non, c'est parce que il y a eu un épisode sur. En fait, après les matchs, on fait. Dans le vestiaire, on avait un grand écran. Donc le coach faisait des vidéos après-match. Et il avait tendance, Zlatan, et il s'est vite fatigué d'ailleurs parce qu'il y a du travail. En fait, il se levait, il interrompait le coach et il faisait lui le. Oui, mais là, oui, mais là, oui, mais là. Et il avait raison sur la plupart des choses qu'il disait, parce qu'il amenait aussi son expérience sur le football un peu plus compétitif, j'ai envie de dire. Donc il avait raison sur plein de sujets. Sauf qu'à un moment, il parlait défensif. Il disait, oui, les défenseurs, non, 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 non. Et par contre, là, il n'avait pas raison du tout. Donc je lui ai fait savoir, en lui disant, non, je suis pas d'accord avec toi, tu vois. Mais voilà, c'était un échange, une discussion. Il l'a pas mal pris d'ailleurs, parce qu'après on a discuté, il m'a dit oui, mais c'est vrai, t'as raison, etc. Donc il n'y a rien eu de méchant, mais il était au début très très impliqué, parce qu'il voulait vraiment gagner un titre avec Los Angeles. Mais c'était un peu plus difficile que ça. On ferme donc ici ta carrière de joueur, même si on pourra en parler des heures, j'en doute pas, mais aujourd'hui tu as entamé une nouvelle carrière. Ouais. Donc, celle d'entraîneur donc au club de Houille. Déjà, comment ça se passe? Comment t'es venu l'idée de devenir coach? Où ça en est maintenant, etc. Tu peux nous raconter comment ça se passe? Bah, au retour de mon voyage à Los Angeles, j'ai été approché justement par Houille. À l'époque, c'était pas du tout mon ambition d'entraîner, parce que j'avais des business sur lesquels je m'occupais sur Paris
Et ça me prenait beaucoup de temps. J'étais consultant pour Media Pro et puis pour Amazon Prime. Donc j'avais pas mes week-ends. Donc c'était vraiment pas du tout dans mon état d'esprit. Et finalement, avec un peu de recul, un peu de réflexion, je me suis dit, transmission quoi. Ça me permet d'être proche de où j'ai grandi aussi, même si j'ai aucun lien avec Houille, c'est pas très loin d'où j'ai grandi, de Colombes. Et ça me permettait de passer le diplôme d'entraîneur. Je savais pas du tout où ça allait me mener, mais c'était une option pour me dire, bon, on verra où ça va aller, quoi. Et finalement, je me suis pris au jeu. J'ai passé mon premier diplôme d'entraîneur. Et on a fait la première montée. Donc, dès ma première prise en main de ce club, on est monté en Régional 1. C'est la première fois de leur histoire qui monte depuis la création du club. Donc, c'est aussi une satisfaction pour moi. Et là, on joue pour monter en National 3. Donc j'essaie d'apporter du professionnalisme dans ce monde amateur. Est-ce que tu veux rester vraiment dans cette catégorie-là ou tu ambitionnes à monter plus haut? Non, j'ai connu l'élite, j'ai connu le meilleur niveau qui puisse être, donc j'aimerais coacher à ce niveau-là. En fait, passer par... Il y en a beaucoup qui disent oui, pourquoi ne pas aller dans un monde pro? En fait, rien ne n'empêche de passer du monde amateur pour aller au monde pro. Moi, je le fais là parce que déjà d'une, c'est une preuve d'humilité. Se dire, je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai appris, je sais ce que je peux apprendre aux autres. Et c'est aussi me faire la main sur certaines choses, sur un monde qui va beaucoup m'apprendre, donc le monde amateur. C'est à moi de m'adapter, à eux aussi de s'adapter au monde professionnel, mais c'est difficile, mais c'est à moi de m'adapter aussi à ce qui se fait, ce que je peux apporter aussi. Et derrière, tout ce que j'aurais appris à ces gens-là et tout ce qu'ils m'auront appris me servira pour le monde professionnel. Et je sais que je l'intégrerai un jour ou l'autre. Donc, chaque chose en son temps. Je suis encore un jeune coach, j'ai 40 ans aujourd'hui. J'ai le temps d'apprendre et surtout d'apprendre aux gens. C'est une superbe fin. Voilà. Mais pour conclure, je vais te demander de faire un dernier truc. Tu as joué beaucoup de matchs pro. Tu as mis quelques buts quand même pour un défenseur, tu en as mis énormément. 28 ou 30, quoi. Ouais, c'est déjà pas mal. Je vais te demander de faire une dernière passe D, du coup, à un ancien entraîneur, dirigeant ou même footballeur, coéquipier, adversaire. Peut-être pas Ibra, je pense pas qu'il viendra, mais du coup, si tu peux regarder la caméra et faire ta dernière passe D pour une future interview sur le FD Extra Time. Du coup, il faut que ça soit quelqu'un qui soit dans la possibilité de venir. Après, si on doit aller à Milan interviewer Zlatan, on essaiera de le faire. Non, j'ai envie de dire un gars avec qui j'ai passé mes dernières années de football, avec Romain Alessandrini peut-être, un Marseillais, pur Marseillais, qui a fait une belle carrière aussi et qui, je me suis bien entendu, pourquoi pas. Pourquoi pas. Du coup, si Romain, tu nous écoutes, on t'attend sur le plateau. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, de l'interview. Merci Jordan pour ta présence. Merci à toi, Kelsian. C'était un super moment, j'ai pas pu t'en passer, j'ai appris plein de choses. C'était passionnant, merci beaucoup. Voilà, j'espère qu'en tout cas que tu as kiffé de parler un peu de ta carrière. Je pense qu'on a fait nos devoirs. Ouais, j'ai bien fait d'ailleurs. Bien fait. Tu as peut-être même redécouvert ta carrière. Non, vous avez oublié plein de choses, mais c'est pas mal. Non, mais il y a pas mal de choses à dire et c'est vrai que tous ces voyages sont enrichissants. Ça permet déjà d'avoir une longue discussion et de parler de pas mal de choses. Après, ce qu'on retient et ce que j'aimerais que les gens retiennent de tout ça, c'est que pas besoin de passer par un centre de formation, c'est le travail, la discipline, la régularité qui permet de faire des choses et il faut être patient. Parfait. Soyez patients les gars et croire en vos rêves. Sur ce, nous on va se dire à très bientôt pour l'épisode 2 du FD Extra Time. Du coup, ciao l'équipe. It's not a game, it's a rich thing.